Bonsoir, soyez les bienvenus ici pour 53 minutes de débat sur les enjeux des élections municipales à Nancy avec à mes côtés Mathieu Barbier. Bonjour. Ici Lorraine, la radio. Bonsoir Mathieu. Bonjour et bonsoir surtout, oui. Avec cette question toute simple, quel sera le visage de Nancy dans 6 ans? C'est la question centrale de ce débat à laquelle vous répondrez toutes et tous au travers de différents thèmes, la sécurité, la fiscalité, la piétonisation, la place du vélo, de la voiture. Nous en parlerons évidemment au cours de cette petite heure de débat. Pour en débattre, 5 candidats autour de cette table. Laurent Hénard avec Nancy avec vous, Mathieu Klein avec Nancy Grandi, Sarah Fargali pour Nancy Insoumise, Emmanuel Lacresse avec Nancy en avant et enfin Laurent Vatrin avec nous, Nancy 2026. Bonsoir. Nous entendrons évidemment les propositions de Christiane Nimsgern pour Lutte ouvrière, le camp des travailleurs en fin de débat. Je rappelle que nous respectons les règles de l'équité que nous impose l'ARCOM pour chaque candidat. Un QR code d'ailleurs s'affiche sur votre écran. Et j'ajoute que la prise de parole des candidats pour ce débat a été déterminée après un tirage au sort. Voilà pour les modalités. Alors quel visage aura Nancy dans les années à venir? Si vous êtes élu, quel changement allez-vous opérer? Comment allez-vous rendre ce centre-ville plus attractif? Un centre-ville déjà pas mal métamorphosé depuis la piétonisation. Alors Emmanuel Lacresse, à cette question, si vous êtes élu, est-ce que vous voyez Nancy sans voiture au centre-ville d'ici 6 ans? Si je suis élu, moi je vois une ville qui vit et un centre-ville qui a connu son renouveau. La question c'est est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on change? Vous dites stop ou encore à la piétonisation du coup? Moi je dis stop à la piétonisation de la rue Saint-Dizier, je dis oui à la réouverture des grands axes, mais comme les Nancéennes et les Nancéens, c'est-à-dire les grands axes qui mènent au centre-ville, la manière dont on anime avec des grands centres culturels comme le musée Lorrain notre centre-ville, la façon dont on rétablit la lumière dans les rues et la façon dont on met fin au danger des trottinettes, parce que nos concitoyennes, nos concitoyens veulent aller de façon sûre dans notre centre-ville. La piétonisation, son problème, c'est qu'elle n'a pas produit la sécurité parce qu'il n'y avait pas assez d'investissement dans la police municipale. Et en fait, il faut réussir cette piétonisation là telle qu'elle est, mais il faut remettre de l'activité dans le centre-ville grâce à la réouverture des grands axes. Mathieu Klein. D'abord, personne ne parle de piétoniser, je crois, la rue Saint-Dizier. Et la piétonisation est pour moi un enjeu évidemment important parce qu'elle a permis sur les axes, notamment Gambetta, Dominicain, Pont-Moujas, Saint-Nicolas, d'apaiser, de transformer. Elle s'est accompagnée avec la nouvelle ligne 1, avec l'arrivée du trolley électrique et la métamorphose de l'ensemble des axes. Sans voiture dans les années à venir, si vous êtes La voiture aura toujours sa place à Nancy. Je vous le dis aussi en tant qu'automobiliste, la voiture a sa place. La ville d'hier s'est construite uniquement autour de la voiture. Le Nancy de demain se construit autour de la voiture, du piéton, du transport en commun, du cycliste. Tout le monde doit avoir sa place. Et c'est la raison pour laquelle il faut arriver à un équilibre. Et cet équilibre passe par la poursuite des transformations, par l'apaisement. Ça, je crois profondément qu'il faut effectivement garantir la sécurité de toutes et de tous, quel que soit le mode de transport utilisé. Et plus vous on parlez aura... d'apaisement, on vous reproche justement, en tout cas vos opposants, de prendre vos décisions de manière clanique, notamment sur la piétonisation. Et vous parlez d'apaisement. Dans ce cas-là, il faut peut-être regrouper tout le monde. Que répondez-vous à cela? Vous savez, la piétonisation faisait partie du débat de l'élection municipale de 2020. Elle a été largement discutée, débattue. Le programme a été mis en œuvre totalement en conformité avec les engagements pris et toujours dans le dialogue. Parce qu'il faut dialoguer tout au long de l'instauration, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, la première phase de piétonisation avait été précédée d'une expérimentation qui a été évaluée, puis ensuite généralisée. Et il en ira de même pour les évolutions place Carrière, place Saint-Èvre, il en ira de même pour les évolutions rue Saint-Dizier. Laurent Vatrin, vous dites stop ou encore à la piétonisation? La piétonisation ne s'arrêtera pas. Je portais déjà cette idée en 2020 en tant que chef de file déjà à l'époque, avec une liste sur les transitions écologiques et solidaires. La piétonisation ne s'arrêtera pas. D'ailleurs, elle fait plutôt l'unanimité. J'étais encore en train de discuter hier avec des commerçantes et des commerçants de la vieille ville. Ils ne sont pas contre la piétonisation. En revanche, il y a une question d'équilibre effectivement des flux et des circulations entre les livraisons du matin qui sont nécessaires et l'apport de clientèle, notamment, et de consommateurs pour les commerces. Nous, ce que nous avons comme proposition très concrète pour faire le lien entre des quartiers extérieurs et le centre-ville, c'est notamment remailler le territoire avec des minibus à la demande
plus réguliers. Alors, ça manque aujourd'hui. De revenir tout à l'heure sur la politique des transports. Non, mais c'est lié, je veux dire. Oui, tout à fait. On peut anticiper, mais c'est une demande à la fois des consommateurs, des habitants des quartiers et des commerçants. Nous y répondrons. Laurent Hénard, 47% des Français sont favorables à une piétonisation accrue dans leur ville, selon une étude de la Fondation Jean Jaurès que vous connaissez tous. En revanche, ils veulent de la concertation. Alors vous, proposez-vous de la concertation avec la piétonisation, de la concertation pour dépiétoniser ou ne plus piétoniser? Alors, on a été très clair, on n'est pas là pour défaire ce qui a été fait. La ville n'en a ni le temps ni l'argent vu l'état du budget. En revanche, il faut sécuriser et améliorer les choses. Sécuriser parce que le plateau piéton, il n'a pas été conçu avec les mesures de sécurité qui étaient nécessaires. Et on voit que l'insécurité s'est beaucoup développée au centre-ville, la mendicité agressive, les trafics. Donc il est indispensable de renforcer la présence de la police municipale au centre-ville. Nous y reviendrons, ne vous inquiétez pas, le sujet les sécuritaire effectifs sera là. et notamment de lui donner les moyens d'être dissuasif au centre-ville avec une brigade canine qui soit en appui. Il faut aujourd'hui favoriser l'accès aux parkings, ils ne sont pas pleins, donc il faut favoriser par une amélioration de la circulation automobile l'entrée et la sortie des parkings. Il faut aussi les rendre plus accessibles. Nous proposons la formule des samedis à 2 € dans les parkings de la collectivité. Et puis la possibilité d'offrir du temps de stationnement aux clients des commerçants, parce que ce qui est important, c'est de soutenir nos commerçants. Le centre-ville, il doit aussi être embelli, plantation d'arbres, rénovation de notre patrimoine. Il faut rénover maintenant le palais ducal, il faut rénover l'hémicycle de la Carrière. On ne peut pas laisser la basilique Saint-Èvre dans cet état. Il y a un vrai plan de sauvegarde du patrimoine à remettre en place. Sur la rue Saint-Dizier, ça concerne par exemple le noviciat des Jésuites, qui est un beau monument. Il faut surtout, je pense, être aux côtés des commerçants, à la fois pour aller chercher des enseignes dans les grands salons d'immobilier commercial, mais aussi pour ouvrir des formules de commerce à l'essai, permettre de manière saisonnière ou pendant quelques mois. Éphémères. Oui, mais je pense qu'on doit pouvoir augmenter la taxe sur le commerce vacant pour se permettre ensuite d'aller voir les propriétaires qui ne louent pas. On va y revenir. Et leur proposer des locations de courte durée qui permettraient d'épauler des indépendants qui veulent se lancer. Nous en revenons. Le centre-ville, d'un mot, le centre-ville, il doit être sûr, il doit être convivial, il doit être vivant et surtout, il doit être commerçant. Sarah Farghali, justement, vous, quelle est votre vision de la piétonisation et de l'attractivité du centre-ville? Alors, la question de la piétonisation, en effet, je rejoins ce qui a été dit, c'est une question qui renvoie avant tout aux mobilités alternatives à la voiture, l'accès au centre-ville. Et ce qu'on constate, c'est que, contrairement à la croyance qui est fort répandue que les clients des commerces seraient venus en voiture, en fait, pour consommer dans notre centre-ville, il se trouve qu'une étude de la Skyline de 2021 nous dit bien que ce sont seulement 35% des clients qui sont venus en voiture dans nos commerces, alors que les commerçants estiment cette portion à 77%, donc ils surévaluent la part liée en fait au trafic automobile pour l'accès au commerce. Donc c'est vraiment le développement des mobilités alternatives à la voiture qui va nous intéresser, et sur ce point, il faut en effet avoir une vision d'ensemble de la question du transport urbain et de la question de l'accès de notre centre-ville. J'ajouterais que on déplore avec Nancy Insoumise la question de la privatisation du marché central. Pour nous, on va dans le sens avec cette privatisation d'un retrait en fait de certains commerces de proximité qui sont vraiment en réponse aux besoins des habitants, notamment en matière d'alimentation. Et on soutiendra en tout cas pour notre part une politique commerciale différente. Vous êtes tous d'accord sur le fait qu'il faut revoir la politique des transports à Nancy en lien avec cette piétonisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de sa voiture, on la met où et comment on vient au centre-ville à Nancy. Mathieu Klein. Alors, je voulais d'abord revenir sur quelques chiffres rapides, mais qui permettent quand même de voir qu'on ne peut pas séparer les sujets. La question des transports, la question du centre-ville, la question de toutes les mobilités. C'est d'ailleurs le cœur du plan métropolitain des mobilités qui a été adopté en début de mandat. C'est un peu l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. La piétonisation s'accompagne aussi d'une politique des transports. Plus 18% de piétons à Nancy depuis 2023. Plus 26% de fréquentation des parkings en ouvrage de la ville depuis 2021, plus 16% de fréquentation dans les transports en commun depuis 2021. Et les parkings relais, parce que ils sont tout le temps vides. Moi, je ne vois jamais plein. D'abord, ça n'en est pas vrai. Non, mais chaque fois que je passe devant, il y en a les pas parkings relais, au contraire, les gens demandent que nous accélérions, et d'où la proposition de créer 2000 places supplémentaires dans les parkings relais. Oui.
Cette idée, mais je veux aussi Mais dire ils sont plus pas pleins, parce qu'il n'y a pas assez de bus. Il y a Par un exemple, véritable problème de connexion entre les parkings relais et les liaisons Alors, bus, trolley au Le centre-ville. principe du parking relais, c'est que justement, il permet de monter dans le bus Oui, merci. ou dans le trolley avec un titre de transport et ainsi circuler sur l'ensemble de l'axe. Aujourd'hui, le prochain travaux pour les parkings relais sur la ligne 2 seront boulevard de Scarpone Oui. pour accéder à la ligne 2 et que la ligne 2 qui va elle-même être décarbonée et transformée à partir de ce mandat. En ligne puisque électrique. cette deuxième ligne qui doit être aussi structurante que la ligne 1, qui doit emporter autant de voyageurs que la ligne 1, Pour ceux qui ne savent pas, ça va de la Neuveville à Laxou. Hein. Ça la fait Neuville toute à la Laxou, métropole. en passant par le centre-ville de Ouais. Nancy, par la rue Saint-Dizier, par la rue Stanislas, par Carnot-Léopold, par le boulevard de Scarpone, par le boulevard Albert Ier, avec un plan de circulation qui doit être remis en cohérence. Un plan de circulation, c'est-à-dire qui permette demain, lorsque vous vivez dans un quartier, de dire clairement « mon quartier n'est pas un raccourci ». Le centre-ville, c'est un lieu de destination, ce n'est pas un lieu de passage. Il faut pouvoir, à Nancy, dans le dialogue, avec l'ensemble des acteurs, parce que c'est un sujet compliqué, mais nous y arriverons d'ici à 2030, repenser la circulation, faire en sorte que la circulation de transit, elle tourne autour et que le centre-ville soit un point de destination. Pour l'instant, ça ne Pour les fonctionne pas. Hein. Tout le monde transite par le centre-ville. On est la 8e ville de France la plus embouteillée. Ce sont des habitudes. Ça dépend, ouais. Ce sont des 8e, habitudes. je crois pas, mais... Ce sont des habitudes qui doivent progressivement être modifiées. C'est possible dès lors que vous proposez des alternatives crédibles. Et je crois que de ce point de vue-là, durant ce mandat, nous avons déjà particulièrement bien avancé. Monsieur Lacresse est déjà impatient. Allez-y, Oui, vous je crois répondez. qu'on va être clair. Les bouchons, ils sont artificiellement créés. Les parkings du centre-ville ne sont pas utilisés parce qu'on ne peut pas y accéder. Ce qu'on a fait sur le pont de la Gare, place de la République, la rue de Verdun, à contresens, etc., ça vise à empêcher d'arriver au centre-ville. Il est même question de fermer le tunnel Charles III, imaginez. Alors là, effectivement, vous n'aurez plus du tout traversé de la ville. Mais vous proposez quoi concrètement ? Je pense que cette ville, une ville, c'est conçu pour vivre. C'est conçu pour circuler. Il n'y a pas besoin de la repenser au nom de schémas extérieurs qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre ville. Le marché central, il est là au milieu de notre ville et il doit le rester. De même que l'hôpital central, comme son nom l'indique, il doit rester là avec la maternité régionale, les urgences. Ça Et règle là, pas on a le un problème débat, de si la vous voulez, sur les circulation, arbres. On a un débat sur les arbres, sur, que sais-je, les parkings relais. Et puis on s'apprête à déménager des milliers de salariés à Brabois où il n'y a pas d'échangeurs, pas de parking. Des promesses de parking non financées, c'est les caractéristiques des Donc on promesses. n'aura pas la réponse sur les problèmes de circulation et de la voiture. Sarah Farghali, du coup, quelle est votre vision par rapport à cette problématique des transports en ville? Nous, ce qu'on dénonce, c'est qu'il y a eu un abandon finalement des lignes secondaires, c'est-à-dire les lignes de bus, au profit de la mise en place du trolleybus. Et on pense que c'est lié aussi à la gestion privée de ce service public, puisqu'aujourd'hui, c'est Keolis qui voit son contrat prolongé, reprolongé, bien sûr sans concertation sur ce choix avec les habitants et les habitantes de notre métropole. Et donc, ça... Il y a tout un tas de problèmes, c'est qu'on n'a plus de desserte de bus dans les différents quartiers. Les arrêts de bus s'éloignent des habitations. On a des défaillances sur le parc de véhicules qui font qu'on a des pannes, on a des retards pour les bus. Vous venez en régie publique? Mais Oui. il faut acheter des centaines de bus. Mais dans tous les embaucher cas, des centaines à de la chauffeurs. fin, ce sont les Nancéens, les Nancéennes et les grands Nancéens, grandes Nancéennes qui paieront la facture. Donc nous, on pense que ce sont des investissements d'avenir. Bien sûr, ce n'est pas une perte pour la collectivité. Et pour nous, dans la vision d'ensemble, il y a aussi effectivement le mode de gestion des transports publics qui doit être étudié. Laurent Vatrin, votre réflexion sur ce sujet? Deux réflexions principales sur ce sujet qui ont été partagées en coopération de réflexion avec mes colistiers pour nous Nancy 2026. D'abord, sur les parkings relais, on n'est pas bon. Même le vice-président au transport à la métropole le dit aujourd'hui. Pas bon, pourquoi? On n'est pas bon parce qu'on n'arrive pas à connecter les territoires environnants pour faire en sorte que les déplacements à l'intérieur de la métropole soient de plus en plus apaisés. C'est 90% des circulations qui se font à l'intérieur de la métropole. Donc c'est 10% des flux extérieurs qui nous empêchent d'avoir une vraie bonne vision. Les parkings relais, demain, on peut essayer de conventionner avec les zones périphériques commerciales, par exemple, en contrat de réciprocité, y compris avec des intercommunalités voisines. Ça, c'est une vision d'avenir. Deuxième idée que nous portons pour nous Nancy 2026, c'est l'autopartage privé collectif, c'est-à-dire votre voiture individuelle qui reste à 90% du temps dans votre garage ou en stationnement.
Moi, j'en ai plus depuis 15 ans. Je m'organise comme ça, je fais du partage de voitures quand vraiment nous en avons besoin en famille. Votre voiture individuelle aujourd'hui, demain, elle deviendra un élément du transport intermodal. C'est possible. On peut sécuriser une plateforme de partage portée par la collectivité. On peut aller très loin sur cette intention. Les experts du sujet nous disent que c'est possible. Laurent Hénard. Un déplacement sur 2 dans la commune de Nancy se fait à pied. Donc pour nous, la priorité, ce sera de favoriser la marche et de protéger les piétons. Favoriser la marche, ça veut dire un plan qui permette de rénover les trottoirs avec des investissements du quotidien, ça veut dire un bon éclairage, ça veut dire la sécurisation aussi des traversées piétonnes, ça veut dire bien sûr la plantation d'arbres pour s'adapter au réchauffement climatique et permettre aux promeneurs de le faire à l'ombre quand il fait très chaud. Ça veut dire aussi une brigade de la police municipale 2 roues pour protéger les piétons sur les trottoirs contre les trottinettes et vélos électriques qui ne respectent pas le code de la route. Ça, c'est pour le piéton. Le cycliste a droit bien sûr à la même sécurité et nous sommes favorables à ce qu'on termine enfin les aménagements de pistes cyclables qui avaient été initiés en 2018, que ce soit rue Jeanne d'Arc ou que ce soit avenue de la Libération. Mais il faut que les itinéraires soient constants et cohérents. Le bout de piste cyclable fait rue de Verdun qui a... Cette rue de Verdun, c'est incroyable. C'est 100 mètres. C'est une et référence. Vous en parlez tous comme si c'était devenu c'est l'effet papillon. La guerre sur Terre. Enfin, c'est l'effet papillon. 150 mètres qui perturbe la circulation dans tout le cadran ouest de la ville. Piste cyclable rue de Verdun. Le sujet, je voudrais quand même revenir sur 2 sujets que je n'ai pas pu évoquer. Le transport en commun, la circulation automobile rapidement. Sur la circulation automobile, on pense effectivement qu'il faut un nouveau plan de circulation validé par les habitants, approuvé par les habitants. Mais c'est-à-dire, vous faites des réunions publiques en disant cette rue-là, elle est sans interdit, pas cette rue-là. Nous ferons un travail quartier par quartier et il y aura ensuite un vote qui sera proposé. On y reviendra, je pense, quand on parlera. Ça ne se fait pas quartier par quartier, si c'est sans interdit pour l'un et pour l'autre. J'ai dit qu'il y aura une discussion quartier par quartier et qu'ensuite le plan de circulation sera soumis à un référendum. Mais on y reviendra quand on parlera ensemble de la démocratie locale. Ce que je veux dire en tout cas, c'est que pour nous, il n'est pas question de valider les annonces qui ont été faites et les décisions qui semblent prises. L'interdiction de la voiture rue Saint-Dizier, l'interdiction de la voiture rue Stanislas. C'est vous qui l'avez proposé en 2019, monsieur. Non, ça n'est pas vrai. L'interdiction de la voiture place Mathieu de Dombasle. Vous aviez proposé ça en 2019 ? Non, ça n'est pas vrai. C'était le projet. En fait, le projet. Ce n'est pas vrai. Le projet de la rue Saint-Dizier. Le projet de la rue Saint-Dizier. Vous le vérifierez très facilement. Le projet. Je souhaiterais terminer mon propos quand même. Le projet de la rue Saint-Dizier. Je souhaiterais terminer au transport en commun. Je souhaiterais terminer mon propos. Allez-y, monsieur Hénard. Courtoisie ne nuit pas entre nous. Allez-y, monsieur Hénard. Donc je dis que l'interdiction de la voiture rue Saint-Dizier, l'interdiction de la voiture rue Stanislas, l'interdiction de la voiture place Mathieu de Dombasle, l'interdiction de la voiture sur la moitié de Carnot-Léopold, place Saint-Èvre ou place Carrière, c'est quelque chose que nous refusons. Voilà, nous pensons qu'à un moment donné, il faut ouvrir le débat. Il faut donner les études, il faut donner les chiffres. Mais vous donnez combien de temps par rapport à ce nouveau plan ? Une année. Une année. Et il faut que les études d'impact soient faites et il faut qu'elles soient transparentes et rendues publiques. On n'a toujours pas les études d'impact sur le fait de boucher le tunnel Charles III qui coûterait 7 à 8 millions d'euros. Donc il faut à un moment donné donner tous les éléments d'impact que vous avez commandé vous-même. La réponse, on la connaît, l'étude d'impact, on la connaît. Je voulais juste préciser pour celles et ceux qui nous regardent qu'il y aura un débat d'entre-deux tours et que si vous, monsieur Hénard, monsieur Klein, vous êtes qualifiés, les chiffres, il y en a un qui ne dit pas la vérité, donc on en reparlera la semaine prochaine. Je vous le dis. Mais on n'a pas passé le premier tour pour l'instant. Monsieur Lacresse et après Madame Farghali. Non, mais la baisse de fréquentation des commerces, on la connaît, et notamment rue de Verdun, mais ailleurs, c'est 30%. C'est pas possible, il y a 2 commerces rue de Verdun. La baisse de la consommation, la rue de Verdun, c'est une entrée. Oui, mais il y a 2 commerces, parlez pas de commerce, il y en a 2. La baisse de la fréquentation, c'est pas la faute d'Amazon, comme on le dit. Demandez à la patronne des grandes librairies ou du livre pour la citer, c'est la faute des maires, du maire, de la façon dont on fait les obstacles à la circulation et on empêche d'accéder au parking. Et surtout aussi le sensation de sécurité, notamment lorsqu'on laisse les trottinettes divaguer partout dans la ville, qui terrorisent littéralement parce qu'elles blessent de manière effective. Moi, j'en ai rencontré des blessés en porte-à-porte, des gens qui sont renversés, qui ne peuvent pas se défendre et qui à la fin ne veulent plus venir. Le terrorisme. Pour ça, il faut donc contrôler. Non, mais les trottinettes sont vraiment tous les modes de déplacement. Sarah Farghali, je voudrais revenir quand même sur un sujet important, puisqu'on a ici 2 candidats qui, a priori, ne sont pas d'accord sur les questions de mobilité, mais qui s'accordent tout de même sur un projet dont on ne parle pas, qui s'appelle le projet Urban Loop, un projet de capsule sans conducteur. Le transport du futur. Voilà. Ça a été inventé par des ingénieurs français. Voilà, un projet qui a été lancé sous l'ère Rossino à la métropole, poursuivi par Mathieu Klein, ici présent. Dont la première ligne doit être effective en 2028. Voilà, et qui coûterait la modique somme de 20 millions d'euros à la collectivité pour ne même pas répondre
répondre finalement aux besoins de désenclavement du quartier du Faubourg des Trois-Maisons, par exemple. Et je trouve que quand on nous parle de concertation, il serait effectivement important d'entendre les habitants et les habitantes qui s'opposent à ce projet, qui se sont d'ailleurs constitués en collectif. Donc si vous êtes Vous élu maire, feriez on un arrête. référendum là-dessus? En tout cas, quand on nous parle de voies cyclables, de mobilité douce, c'est un axe, cette voie-là, qui est un axe où aujourd'hui il y a un corridor de biodiversité, où les personnes font leur promenade, peuvent se déplacer justement sur une portion qui représente 3 km, donc une assez faible portion. Et comme je le disais, nous, ce qu'on veut, c'est améliorer en fait l'existant et notamment le réseau de transport secondaire, et également proposer une gratuité plus étendue, puisque c'est aussi ça qui facilitera l'accès au centre-ville et en termes de mobilité à tous les habitants et les habitantes. Ce que nous avons entendu tout à l'heure de la part de Laurent Hénart, c'est la belle démonstration d'ailleurs de l'immobilisme qui revient au galop. Parce que première partie de l'émission, je ne toucherai pas à la piétonisation. Deuxième partie de l'émission, je m'oppose à toute forme d'évolution. Et je reviendrai en arrière sur toutes les évolutions qui ont été engagées. Parler aujourd'hui de la fermeture de la rue Saint-Dizier, c'est ne pas d'abord accepter une idée simple, je crois que tous les Nancéens partagent, c'est que la rue Saint-Dizier, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, eh bien, ça n'est plus possible parce qu'elle ne fonctionne pas. La rénovation du marché central, elle est indispensable. La restructuration de la rue Saint-Dizier, elle tient d'abord à la réalité d'une canalisation hydraulique qui a plus de 140 ans, dont Laurent Hénart avait déjà sur son bureau la note lui demandant impérativement de la changer parce qu'elle présentait des risques. Cette canalisation, aujourd'hui, il faut la changer. Et personne, je crois, ne va demander au maire, demain, élu ou réélu, de refermer la rue Saint-Dizier et de la recommencer comme avant. Donc, végétalisation, apaisement, élargissement des trottoirs, place du piéton, pendant que dans la rue des Quatre Églises, l'ensemble de la circulation automobile permettra de ressortir de la ville dans les deux sens, ce qui est impossible aujourd'hui. Tout ce qui n'a pas été fait hier, tout ce qui a été enterré hier, tout ce qui a été oublié hier, doit être fait aujourd'hui. On doit donner la parole à Laurent Vatrin, mais juste comme Laurent Hénart a été interpellé, vous l'avez, la feuille? Comme quoi, en 2020, vous n'avez pas voulu changer la rue Saint-Dizier? Non, mais c'est une question sérieuse. Le sujet de la rue Saint-Dizier est un sujet délicat. Il y a effectivement l'état des canalisations. Est-ce que vous l'avez vu sur votre bureau? Il y a aussi, je voudrais terminer ma réponse, il y a aussi de l'amiante dans la couche de roulement. Donc le chantier de la rue Saint-Dizier n'est pas un chantier facile, C'est vrai. parce que c'est aussi un chantier de désamiantage. C'est pour ça que vous ne l'avez jamais La fait. Donc, je question pense qu'il est, qu'est-ce faut- qu'on fait une fois que ce Donc je chantier pense est qu'il refait donc je pense qu'il de faut cette rue? poser tout ça sur la table. J'entends des Nancéens qui ne souhaitent pas l'interdiction de la circulation sur la rue Saint-Dizier. Je pense qu'on peut au moins leur proposer plusieurs hypothèses d'aménagement des rues Saint-Dizier et des Quatre Églises, montrer les points forts et les points faibles de chaque hypothèse, leur donner des éléments chiffrés sur la durée des chantiers, sur le coût des chantiers, sur la façon dont la circulation s'améliore avec les travaux, et ensuite les laisser décider. Et comme C'est ça que je demande et ça Alors, me paraît essentiel. Pourquoi ne Laurent proposez-vous Vatrin. rien? Alors, Pourquoi pardon, ne Mathieu proposez-vous Klein, rien? on va laisser Mais la parole je à viens Laurent de Vatrin préciser sur ma ce proposition. Quelle est sujet. votre option? Quelle est votre position? Ma sur le- Non, mais vous aurez le proposition, temps d'en débattre, elle est d'organiser la si vous êtes- démocratie locale, elle n'est pas de votre décider idée- seule. votre Mais position- Mon option, elle n'est pas de Justement. décider seule dans un bureau place Stanislas. Il y a un Quelle est premier votre tour, vous position? n'êtes pas dans l'entre-deux tours, Elle n'est messieurs, pas vous de n'êtes pas décider certains seule qualifiés. d'un Laurent bureau Vatrin. place Alors, Stanislas. est-ce qu'on peut L'erreur respecter commise. les autres candidats? Par vous. Écoutez Laurent Vatrin Non, sur ce apprécions sujet, votre s'il vous plaît, clarté. messieurs. Merci de bien vouloir mesurer le fait que nous sommes encore avant le premier tour et C'est qu'il ce y a que nous venons de dire, effectivement monsieur Vatrin. Est-ce qu'il y a effectivement une offre plurielle de propositions? Moi, je voudrais quand même parler un peu d'écologie, parce que là, j'entends parler de choses qui sont un petit peu parfois hors sol. Il y a une gestion des risques aussi. Au titre de la ville de Nancy et de la métropole du Grand Nancy, il va falloir de plus en plus désimperméabiliser, décaisser le bitume et le béton, revenir sur des circulations beaucoup plus naturelles et des possibilité d'infiltration lorsque la pluie tombe sur cette ville. C'est très important, c'est le cycle de l'eau qui est là derrière. Et pour ça, effectivement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la piétonisation et la végétalisation qui va avec ne s'arrêtera pas. Et bien évidemment, les études d'impact confirment cette avancée, cette progression qui doit aller très loin demain avec de la réglementation. Il ne faut pas raconter n'importe quoi à nos concitoyennes et nos concitoyens. Il y a des choses qui s'imposent à nous. Ce sera des investissements importants. D'où la question fiscale aussi derrière sur les grandes stratégies d'investissement. Alors, autre thématique de ce débat, c'est la sécurité. Alors, à lire le programme de certains d'entre vous, on a vraiment l'impression que Nancy, c'est un peu Chicago. Nancy, pour vous, c'est une ville qui n'est pas sécure, Sarah Farghali?
Alors, nous, on n'envisage pas du tout la même démarche que les autres formations politiques ici présentes, puisqu'on dénonce au contraire la surenchère sécuritaire, que ce soit à gauche comme à droite de l'échiquier ici à Nancy. La question, c'est combien coûtent les politiques que nous proposent ces personnes, que ce soit en termes de vidéosurveillance ou d'augmentation des effectifs de police municipale, et surtout, pour quels résultats, puisque, à notre sens, aujourd'hui, c'est un échec complet de ces politiques. On voit que donc c'est plus de 750 000 € d'installation de vidéosurveillance. On va encore avoir de nouvelles caméras, un développement de ces caméras qui, pourtant, d'après la gendarmerie elle-même, ne mène qu'à une élucidation d'à peu près 2% des enquêtes. Donc c'est très très faible en termes d'impact. Elle participe à la récolte de preuves. C'est aussi la phrase complète des gendarmes ça en disant... Ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, mais ça permet d'aider dans les enquêtes. Je peux vous citer plein d'actes, par exemple terroristes, notamment à Nice, qui ont été en partie réglés. Le fait est qu'au contraire, à Nice, la présence des vidéosurveillances est très très forte, et pourtant, ça n'a pas évité malheureusement. Ça n'a pas évité, mais ça a permis d'avancer dans l'enquête. C'est aussi très important. Peut-être, pour mais alors, je pense sincèrement que le renseignement est beaucoup plus important en matière de lutte contre le terrorisme, et c'est absolument juste en termes de données, puisqu'il faut quand même regarder un petit peu la réalité des chiffres. L'autre chose, c'est que c'est en aucun cas un levier de lutte contre la délinquance, par exemple, puisque ça ne participe pas du tout à la prévention sur ce sujet-là. Donc pas de vidéosurveillance, mais on renforce de la prévention. C'est ça, police de vous proximité. La prévention, en fait, à notre sens, le travail social, c'est ça qui va permettre de recréer du lien avec les habitants, les habitantes en difficulté, et qui peuvent être à l'origine d'un certain nombre de personnes qui vont chercher des moyens en fait de subvenir à leurs besoins de façon illégale. Et surtout, on pense que la sécurité, c'est un sujet avant tout étatique, et que la protection, la criminalité, c'est en fait une compétence de l'État. Sur la police nationale. Laurent Hénart, vous, par rapport à ça, vous proposez un choc de sécurité. Pour vous, Nancy, c'est vraiment pas sécure du tout. Ça craint. En tout cas, il n'y a pas qu'un sentiment d'insécurité dans la ville, il y a une réalité d'insécurité, notamment quand on regarde les statistiques du ministère de l'Intérieur et les évolutions de 2019 à 2024. Et il y a une attente très forte de sécurité de la part de tout le monde. C'est difficile de proposer un pacte de sérénité aux Nancéennes et aux Nancéens si leur sécurité n'est pas garantie. La sérénité, ça commence par la sécurité de soi, de ses enfants et de ses biens. Surtout que les premières victimes sont évidemment les personnes les plus fragiles. Personnes âgées, personnes handicapées, les femmes, les jeunes filles. Donc la sécurité, c'est quelque chose qui... a une vraie justice sociale aussi, de mon point de vue. Donc on propose effectivement, dans les 2 premières années du mandat, de développer fortement la présence policière sur le terrain, entre la police municipale et la police métropolitaine que nous voulons créer dans les bus et aux arrêts de bus. Il s'agit de doubler les moyens humains. Donc 200, parce qu'il y en a 98 actuellement. Policiers municipaux, agents de voie publique, il y a aujourd'hui 82 policiers Mais municipaux. il y a les agents de sécurité. Donc si vous mettez bout à bout les policiers municipaux et les policiers métropolitains, on sera effectivement à 160. Et on propose de créer aussi une réserve de la police municipale d'une 40aine d'effectifs qui permet de renforcer les policiers pour l'encadrement des grandes manifestations, par exemple les fêtes de Saint-Nicolas ou le semi-marathon qui va se dérouler bientôt. Donc ce que nous souhaitons, c'est surtout développer une police de proximité en fait. S'il y a plus de moyens humains, on peut mettre plus de personnes sur le terrain, faire des patrouilles à pied et non pas en voiture, et avoir des brigades organisées par quartier. Et le sujet de la sécurité est un sujet qui se pose dans tous les quartiers. J'étais encore, il y a quelques jours seulement, sur le secteur Blandan, dans le campus Artem. On n'est pas au centre-ville. Il y a des problèmes majeurs de sécurité. 100 000 € de dégradation récemment sur le campus. Tout à fait. Emmanuel Lacresse, vous voulez rendre visible l'autorité. Oui, parce que pour répondre à votre question, durant mon mandat de député, durant cette campagne, j'ai vu monter l'addition des problèmes. Quand on témoigne qu'un square est un lieu de deal, qu'il y a des rodéos, qu'on veut la police présente lorsqu'il y a un danger qui se présente, par exemple une éruption dans le jardin d'une maison dans le quartier Jeanne d'Arc, ce genre de témoignage, il y a un besoin de service. Et ça, la réponse, elle doit être quantitative. En fait, il y a une suite de petits problèmes concrets et la réponse doit être quantitative. Mais quand même, c'est-à-dire qu'il faut doubler les effectifs de police pour avoir une présence, pour faire des patrouilles. Toutes les villes, Metz a en gros 50 policiers de plus que nous. Donc plus de policiers municipaux. Oui, parce qu'il y a une masse critique au-delà de laquelle vous pouvez organiser des patrouilles ou pas. Et puis alors, surtout, il faut rendre le respect de l'autorité visible, notamment toujours en centre-ville. Parce que comme ça a été dit tout à l'heure, il y a un enjeu clé, c'est la localisation de notre palais de justice. On ne va pas le mettre loin, dans un quartier d'ailleurs inadapté sur le plan géologique. C'est pas pour demain, le ministère de la Justice, il est à l'os pour l'instant. Non, mais il faut résoudre le problème du greffe et des salles, parce qu'aujourd'hui, le palais de justice qu'on a aujourd'hui ne correspond plus aux exigences des hommes de loi. Donc il faut le mettre en centre-ville, le rendre visible. Je pense qu'on est à un point de bascule.
C'est le moment où on va tenir la situation en reprenant notre bâti, la manière dont on donne ça une priorité. Et pour ça, il faudra supprimer certaines dépenses, arrêter d'investir dans le macadam, la place Carnot et que sais-je, pour affecter à la dépense des fonctionnaires. On a bien compris, la sécurité était votre Mathieu priorité. Klein, vous, quelle est votre réponse face à la délinquance à Nancy ? D'abord, je voudrais vous dire qu'une de mes plus grandes fiertés au terme de ce mandat, c'est d'avoir réalisé à Nancy le premier lieu d'accueil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des femmes victimes de violences conjugales et familiales. C'est la maison des femmes. La maison des femmes. Parce que de toutes les formes de violence, celle dont la statistique est la plus exponentielle ces dernières années, c'est celle des violences sexuelles, sexistes et des violences dans le cadre familial. Et que la ville de Nancy participe aujourd'hui à cette réponse de façon aussi forte me paraît effectivement devoir être soulignée. Je précise juste sur cette maison des femmes qu'elle accueille chaque mois 50 nouvelles personnes. D'ailleurs, et c'est 50 nouvelles histoires différentes. D'ailleurs, ces chiffres-là soulignent que c'était un besoin réel. La sécurité, c'est d'abord une responsabilité de l'État. C'est d'abord la responsabilité de l'État de veiller à garantir la sécurité de toutes et de tous. Le maire, la police municipale, ses services viennent aux côtés pour garantir la tranquillité publique. Et quand j'ai été élu maire en juillet 2020, la police municipale, héritage de Laurent Hénart, était à l'os. C'était une des plus faiblement dotées de France. 63 policiers municipaux. C'était une police municipale. 70 63. C'était 70 au tableau de 63, vous pourrez... 70 postes financés. 63 policiers Mais peu importe le municipaux. passé, il faut regarder l'avenir. 63, mais ça, quand ça vous arrange, vous regardez l'avenir. Mais, Non, mais ce quand on duel vous est rappelle le fatigant, quand passé, même, il faut aussi le regarder. 63 policiers municipaux en poste, une des villes les plus faiblement dotées. Une trentaine de caméras de vidéo surveillance, de vidéoverbalisation, quand on nous en promet des centaines aujourd'hui. Il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Nous avons mis en place des outils nouveaux. Je pense au rappel à l'ordre, parce que la responsabilité des familles, notamment lorsqu'il s'agit de mineurs, on parlait d'Artem il y a quelques instants, souvent des mineurs qui ont des comportements inadaptés, parfois violents, et pour lesquels la responsabilité familiale doit être aussi partagée. Le maire a une responsabilité. Le rappel à l'ordre. Nous avons mis en place les amendes forfaitaires délictuelles. Il y a des médiateurs 8 médiateurs ont été créés. Nous avons demandé au parquet l'installation de l'amende forfaitaire délictuelle pour les vols à l'étalage, ce qui a été mis en place. Nous avons mis en place la verbalisation et l'alternative à la verbalisation pour les trottinettes dangereuses sur les trottoirs, avec des stages pour permettre à ces conducteurs, comme pour les automobilistes, de prendre conscience de la réalité des dangers. Nous avons mis en place l'interdiction de la trottinette et des véhicules de trottinettes électriques ou vélos électriques sur les axes les plus pentus de la ville. Nous devons, par exemple, et je terminerai là-dessus, prolonger cet effort parce que la tranquillité publique est effectivement une réalité et nous devons la garantir. Je pense notamment à la nuit, l'extension de l'horaire d'intervention des policiers municipaux la nuit, le week-end, notamment pour assurer la lutte contre les formes de violences sexuelles et sexistes dans l'espace public et la création d'une police métropolitaine des transports parce que les transports en commun doivent être sécurisés indépendamment de la commune dans laquelle ils circulent. Sur ce dernier point, vous êtes d'accord avec Laurent Hénart, c'est déjà ça. Laurent Vatrin, vous avez un peu de retard sur cette problématique de la délinquance. Par exemple, concrètement parlant, le quartier Artem en ce moment, victime de dégradation, 100 000 euros. Quelle est votre réponse ? Alors, ne mélangeons pas tout. Moi, je suis content, très heureux ce soir d'entendre le maire sortant rappeler une alternative qui a été mise en place suite à l'Assemblée citoyenne tirée au sort en 2023, qui avait travaillé nos concitoyennes et nos concitoyens sur la question de l'espace public, parce que la question de la sûreté, nous préférons employer ce terme pour nous, Nancy 2026. La sûreté, c'est aussi une question d'espace public et de convivialité dans l'espace public, et les alternatives à la sanction qui permettent aussi d'aller faire de l'îlotage, de la proximité pour rappeler la règle de base du respect des uns et des autres dans l'espace public. C'est ce qu'avaient proposé les citoyens lors de cette assemblée citoyenne. Je voudrais faire un petit pas de côté. Il y a aussi une insécurité très forte en ce moment qui vient par les réseaux sociaux, les problèmes d'hameçonnage et de cyberattaque et les réseaux numériques. Nous portons une proposition sur ce thème pour un réseau social territorial et des plateformes à nous, indépendante des influences étrangères, avec, dans ce registre-là, un bouton d'alerte, une application de type bouton d'alerte qui permettrait à des personnes fragilisées ou particulièrement vulnérables d'alerter effectivement les forces de l'ordre et de se remettre en lien avec les services publics. Et troisième chose, et j'insiste là-dessus, ça a été dit, mais il faut le rappeler, je suis d'accord sur ce point et nous sommes d'accord avec notre liste citoyenne sur ce point. La vidéosurveillance n'est pas une solution. Je suis en parfait accord avec ce qu'a dit Sarah Fargheli tout à l'heure sur ce point. Et je crois qu'effectivement,
effectivement, il faut aller loin dans la ville conviviale, vivante, et retrouver les liens humains. C'est ça qui fera la sûreté et la tranquillité dans l'espace public. Alors, quel maire serez-vous si vous êtes élu? Sarah Farghali. Je voulais juste revenir quand même sur un point important, puisque plusieurs fois il est question des violences sexistes et sexuelles, des violences faites aux femmes, etc. Je voulais rappeler que la Maison des Femmes, ce sont avant tout 3 associations qui portent ce projet et qui sont sur le terrain depuis bien plus longtemps que... Citez-les, allez-y. C'est le CIDFF, France Victimes et Arelia qui font un travail formidable. Et donc, vraiment, le mérite leur revient avant tout. Et je voulais ajouter que quand on nous parle de brigades dans finalement les transports publics, comme si la menace était à l'extérieur pour les femmes, c'est une fausse croyance, puisque en fait, en réalité, 9 femmes sur 10 connaissent leur violeur. Et donc, il s'agit de lutter à la racine contre ce problème et mettre en place des programmes d'éducation à l'égalité et lutter contre le masculinisme, en fait, qui montre dans notre société et qui est aussi de plus en plus présent et qui aggrave en fait la culture du viol, qui est à l'origine de tous ces problèmes dans notre société qui sont à prendre extrêmement au sérieux. Et on peut ajouter la maison du diocèse rue Saint-Léon qui fait aussi de l'hébergement de femmes jetées. Alors là, par contre, on va avoir aussi un problème avec Monsieur Lacresse. On va pas rentrer dans le détail. Si, c'est important, puisque il y a eu des subventions. Il faut que les personnes qui regardent ça sachent des subventions publiques pour une association traditionnaliste réactionnaire dont Monsieur Lacresse mentionne le travail. Et cette subvention était là de la part à la fois de la CAF, du département, de la ville de Nancy et de la métropole, ce que la liste de Nancy dénonce. Quel rôle, s'il vous plaît, Monsieur Lacresse? Nous, de toute façon, j'ai couvert la voix de Mme Farghali parce que nous voulions absolument parler de démocratie participative. Juste après le sexisme, on est bien. Non, pas du tout. Vous allez... Ah non, s'il vous plaît, m'attaquez pas sur ce terrain-là parce que franchement... Bon, alors, on va passer au sujet de la démocratie participative. Quel maire serez-vous? Serez-vous réellement le porte-parole des habitants si vous êtes élu? Alors, Emmanuel Lacresse. Oui, il faut une démocratie du porte-à-porte. Et je crois que la manière dont... Donc vous faites du porte-à-porte, vous allez frapper à chaque fois que vous voulez débattre. Là, dans les thèmes de sujet. campagne qui sont portés, par exemple le thème de l'hôpital central, le garder, la maternité, etc. Clairement, il y a 6 mois au début de cette campagne, et quand moi j'étais député, j'aurais pas porté ce thème-là. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun consensus, il y a même un consensus massif pour garder nos urgences, garder la neuro, garder la maternité. Les Nancéens L'État a mis 400 millions d'euros, veulent naître à d'un seul Nancy. coup dire on le fait plus. On fait la modernisation de tout, mais à l'endroit où ils sont actuellement. Voilà. C'est pas En revanche, le deal, les gains de avec l'État, monsieur productivité, Lacresse. les gains de productivité qui nous sont promis, c'est la suppression juste de 200 lits. Voilà, c'est ça la réalité. Et détruire des bâtiments sans avoir de projet à la place, on remarquera que c'est le festival des propositions. Certains qui ont des idées non financées, d'autres qui veulent carrément le raser pour mettre des cubes avec des logements. Aujourd'hui, il n'y a pas de financement, tout simplement, notamment de la vente de centrales. Vous le savez, ça. Vous n'avez qu'à regarder les projets qui sont devant vous. Ils ont des propositions qui sont absolument différentes. D'ailleurs, rien n'est signé. C'est pour ça qu'il y a des listes différentes. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'opinion des Nancéens, puisque c'est ça que vous m'interrogez, au moment de cette campagne électorale, là, on a une campagne qui a eu son mérite. Elle a dévoilé ce sujet. Elle a dévoilé aussi que le respect de l'autorité visible, c'est-à-dire avoir un palais de justice non pas loin, mais au cœur de la liste importante. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur cette question, ce que je veux dire, c'est que on ne doit pas inventer des gadgets si on sait ce que pensent les gens effectivement. Laurent Hénart, vous proposez un printemps de la démocratie. Vous pouvez nous en dire plus par rapport à cette démocratie participative qui vous tient à cœur? Vous voulez des consultations, des réunions de quartier, etc. Je pense qu'à l'échelle de la commune, on doit pouvoir développer fortement la démocratie directe. C'est un sujet compliqué peut-être au plan national, mais c'est un sujet qui, à mon avis, est facile à mettre en œuvre au plan communal. Et donc, ce qu'on souhaite avec cette idée du printemps de la démocratie, c'est que chaque année, au printemps, il puisse y avoir des votes directs des habitants à l'échelle du quartier ou de la commune sur des projets qui vont modifier fortement leur vie quotidienne ou qui vont impacter leur vie quotidienne. C'est quelque chose qui nous paraît vraiment fondamental. Je crois que les Nancéennes et les Nancéens, dans les témoignages qu'ils nous adressent sur le terrain, ont l'impression d'être dépossédés de leur pouvoir de décision et d'avoir souvent, à la lecture du journal, quelque chose qui tombe du ciel et qui change leur quartier, leur circulation, leur vie quotidienne, sans être vraiment concertés. Le préalable, bien sûr, à cette démocratie directe, c'est qu'on veille à ce que chaque grand changement envisagé, chaque nouvel aménagement important, soit précédé d'une étude d'impact détaillée. Et il faut que cette étude d'impact, évidemment, elle soit publique. Il faut qu'elle soit communiquée aux habitants. Vous avez fait ça entre 2014 et 2020 ? On l'a fait, par exemple, sur les rythmes scolaires,
où on a présenté des études diverses sur le temps scolaire des enfants, où on a organisé des débats dans les écoles volontaires, à la mairie, avec la CAF, sur le temps de l'enfant, où derrière on a imaginé 4 aménagements possibles de la semaine de l'enfant, et où ensuite on a organisé un vote direct des habitants. On a eu 5000 participants. Et ben on est sûrement plus intelligent à 5000 qu'à 55 dans le grand salon de l'hôtel de ville. Mathieu Klein, vous, quid de la démocratie participative? J'ai vu dans votre programme que vous aviez fait énormément de réunions de quartier. Pourtant, on vous reproche un peu une gestion et des décisions un peu verticales, autoritaires. Certains ici me le reprochent, mais je peux vous assurer que je suis assez d'accord avec Laurent Hénard sur un point. 5000, c'est bien mieux que 55. Et 5000, c'est exactement le nombre de personnes qui, chaque année, votent à l'occasion du choix du budget participatif de la ville de Nancy. 250 projets qui ont été validés par les habitants chaque année, tout au long de ce mandat. 700 réunions de quartier. Tous les projets, du plus petit au plus important, ont fait l'objet de concertation et continueront de le faire. Donc vous engagez, si vous êtes élu, à être le porte-parole des habitants. Mais vous n'avez pas failli en la matière. Par définition, le maire est le porte-parole de sa commune et de ses habitants. Un maire qui n'est pas en lien permanent, qui n'est pas sur le terrain tout le temps, qui n'est pas au contact des habitants, n'a pas beaucoup d'avenir. Et je crois que c'est certainement la plus belle part, en tout cas en ce qui me concerne, de cette fonction, c'est de pouvoir être à portée d'engueulade, à portée de projet, à portée d'idées, et ça, je le resterai. Ce qu'il faut pouvoir développer encore, c'est la capacité des habitants, finalement, à se saisir des outils. On parle de référendum, on parle de droit d'interpellation du conseil municipal, des outils qui sont à leur disposition, qui sont parfois encore mal connus. Eh bien, aidons-les à mieux les connaître, à mieux s'en saisir, et restons en permanence en dialogue avec eux. Avant de donner la parole, avec un grand plaisir, Mme Farghali, juste Laurent Vatrin, parce que vous connaissez parfaitement ces sujets de démocratie participative, je crois que vous êtes à la base de pas mal de projets initiés par les habitants. Si vous êtes élu maire, vous feriez quoi de plus que les candidats qui sont autour de cette table? On a déjà une démocratie locale qui est instituée par une constitution municipale. C'était l'issue du premier tour de l'Assemblée citoyenne tirée au sort dès le début de ce mandat. Il y a déjà des outils dedans qui n'ont pas été utilisés. Je rejoins Laurent Hénard sur ce thème, le référendum, la pétition citoyenne, l'acte de méthode de coopération. Moi, je ne suis pas dans la peau d'un futur maire porte-parole des habitants, ni à portée d'engueulade. J'aime pas me faire engueuler et j'espère ne pas trop engueuler les gens en général, même si parfois on me dit un peu raide, semble-t-il. Mais la raideur, c'est aussi une radicalité dans la perspective. Non, le maire n'est pas le porte-parole des habitants, il est à l'écoute. Il doit favoriser les coopérations citoyennes. Et ça va loin. Ça peut aller aussi vers l'alliance entre les entreprises et la métropole, des nouvelles alliances, avec les ATP, avec les acteurs socio-professionnels, les économiques, l'économie sociale et solidaire. C'est ça, la coopération citoyenne poussée. C'est pas simplement un printemps de la démocratie avec des petits référendums. Non, c'est des visions stratégiques de long terme, de long temps, où effectivement, écouter, entendre les habitants et se donner des perspectives de coopération ensemble, c'est plus difficile, mais ça porte ses fruits sur le long terme et ça permet les transitions écologiques et solidaires ensemble. Madame Farghali. Alors, il y a un sujet, malheureusement, dont on ne parle pas assez, c'est qu'ici, à Nancy, il y a véritablement un problème démocratique de fond, puisque c'est la métropole qui gère en réalité la plupart des compétences, et notamment toutes les grandes décisions structurantes sur les réseaux, les transports, l'eau, tout ce qui concerne... C'est valable dans toutes les métropoles de France. C'est encore plus le cas à Nancy, et je vais vous dire pourquoi c'est un problème. Puisqu'ici, vous avez un semblant d'opposition qui semble se présenter à vous. On vous parle du conseil municipal où vous pourriez intervenir en tant que citoyen et citoyennes. La vérité, c'est que nous avons une métropole aujourd'hui où nous avons un élu du Parti socialiste qui gouverne main dans la main avec les Républicains, puisque le premier vice-président de la métropole est de droite et le président de la François métropole... Werner, maire de Villers-les-Nancy. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les décisions sont prises dans la plus grande opacité, dans les couloirs de la métropole. Nous n'avons accès quasiment à aucune donnée publiquement. Et si vous êtes élu, on fait comment? Et bien sûr, nous ferons différemment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, il y a une véritable continuité entre l'ère de M. Rossineau et d'ailleurs Mathieu Klein lorsqu'il
est arrivé à la tête de la métropole, l'a dit, il allait poursuivre la politique qui avait été commencée. Et nous, donc, nous redonnerons le pouvoir aux grands Nancéens et grands Nancéennes et nous remettrons en place quelque chose de plus clair, moins opaque, plus transparent. Et ça va aussi dans le sens de cette élection municipale, puisque jusqu'à aujourd'hui, là, ici, j'ai les tracts de la campagne des différents candidats. On ne voit pas, en fait, leur appartenance partisane. Et nous, avec la France Insoumise, nous sommes très clairs et nous avons donc décidé de nommer notre liste de façon transparente, Nancy Insoumise. Et sachez qu'avec nous, cette ancienne façon de gouverner s'est terminée avec nous. Et enfin, on pourra aller vers l'avenir et plus, en effet, sur cette ancienne façon de faire de la politique. Vous inquiétez pas, vous avez 30 secondes au final pour Alors, terminer. avant de conclure ce débat, je voudrais revenir sur un sujet qui est un peu épineux aussi, c'est celui du musée lorrain qui est fermé depuis 2018, qui pourrait, malgré la reprise des travaux, devrait réouvrir quand pour vous? Avec quelle vision? Sous quelle forme? Laurent Hénard. Parce que chacun a eu son projet, enfin, c'est une histoire sans fin, ce musée. Oui, je pense qu'il faut tirer les leçons, en tout cas moi pour ma part je le fais, d'un projet qui était trop compliqué sûrement, avec la volonté d'avoir des constructions contemporaines et qui a provoqué des recours et des difficultés nombreuses avec notamment des associations de défense du patrimoine. Vous aviez un projet initialement, vous aussi. Il y avait un projet initialement que d'ailleurs on avait déjà dû modifier pour prendre en compte des contraintes de patrimoine. En tout cas aujourd'hui, le projet qui était en cours a été annulé, il y aura juste les travaux sur les fondations et la remise en place des fenêtres. Donc tout est à reprendre à zéro et je pense qu'il faut avoir un projet extrêmement simple, la seule restauration du Palais Ducal, articulée avec celle du Palais du Gouvernement, pour le plus vite possible rendre aux Nancéens ce patrimoine. Oui, puisqu'ils l'attendent depuis des années. Mathieu Klein. C'est très bien d'avoir des idées comme ça aujourd'hui. C'est exactement ce qui est en train de se passer, puisque le projet de Palais du Palais Ducal et du Musée lorrain est en train de se réaliser, puisque les fondations sont en train d'être reprises. Et je rappelle que jamais les travaux n'avaient démarré jusqu'ici, et qu'il y a maintenant presque 9 mois, j'ai présenté devant le conseil municipal l'idée que l'ensemble des collections du musée lorrain puisse se concentrer sur le Palais Ducal, que nous abandonnions le projet d'extension et que puisque le Palais du Gouvernement a maintenant, je le crois, trouvé sa vocation sous forme d'exploitation commerciale, avec la présence aujourd'hui du Louis XV, je crois que cela se passe pour la satisfaction du plus grand nombre et que ce partenariat, du coup, entre acteurs privés et acteurs publics pour préserver et demain restructurer, rénover le patrimoine, qui est quand même une des principales forces culturelles de Nancy, me paraît être une excellente piste, eh bien nous proposerons de poursuivre sur ce chemin pour que le musée lorrain, à horizon, puisque vous avez posé la question, 2031, puisse être rouvert au public. Il vaut mieux que Laurent ce soit Vatrin. Louis, parce que Louis XV, ce sera Sur le pas mon musée lorrain. présage. Il y a un lien avec l'histoire de la ville. C'est vrai. Laurent Vatrin. Non, là, on a effectivement un joyau patrimonial de l'histoire du temps long de Nancy, et il va falloir effectivement le mettre en lumière, à la fois les collections et le symbole même du musée lorrain. Réouverture probable 2031, 2033, peut-être plus probablement, avec aussi un risque sur le bâtiment toujours. En tant que président de la commission d'appel d'offres, on a pu voir les dernières échéances sur la question de la nappe phréatique de surface. On n'est pas sûr, avec des entreprises hyper spécialisées aujourd'hui, on n'est pas sûr de la conclusion de cette rénovation des fondations du bâtiment. C'est très compliqué. Avec les risques climatiques qui vont s'accélérer, on n'est pas sûr que ce bâtiment puisse de nouveau accueillir quelque chose dans les années qui viennent. Donc je serais très prudent là-dessus. En revanche, le poumon historique que ce musée représente, il faut le faire vivre et il peut être vécu ailleurs dans la ville, y compris avec les écoles d'architecture, avec les ingénieurs, avec des visions nouvelles. La jeunesse peut s'emparer d'une transmission patrimoniale qui est issue de l'histoire de ce musée lorrain. Mathieu Klein, sur 30 secondes, pas plus, vous réagissez. Vous êtes un petit peu en retard, en fait, pour tout vous dire. Donc, votre question est... Sur le musée lorrain, sur sa transmission. Je crois que le musée lorrain fait partie, comme la Villa Majorelle, comme le musée des Beaux-Arts, comme le musée de l'école de Nancy, comme les différentes portes, comme la basilique Saint-Èvre et nos églises, de ce patrimoine historique auquel on peut ajouter celui de l'école de Nancy, celui de Jean Prouvé, qui fait
l'attractivité culturelle touristique de notre ville. Et je crois que c'est bien sur l'ensemble de ces éléments qu'il faut que nous travaillions en accélérant chaque fois que c'est possible, comme c'est le cas sur la Villa Majorelle par exemple. Alors, on arrive au terme de ce débat. Je vous propose d'écouter à présent Christiane Nimsgern, tête de liste d'extrême gauche pour Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, sur les enjeux de cette élection. Je vais simplement dire que tout de suite, quand même, la situation est dramatique. Il y a une guerre qui s'intensifie, les interventions impérialistes au Liban, en Iran, qui fait quand même que c'est tout le Moyen-Orient qui est concerné, qui nous emmène là, maintenant, c'est un pas de plus vers la guerre généralisée. Et c'est de ça dont moi j'ai envie de parler aujourd'hui, de dire que c'en est assez des sacrifices qu'on nous impose tous les jours. Le monde du travail, il paye plein pot la crise et la guerre. Elle est non seulement préparée, mais elle est engagée puisqu'on la paye déjà, hein, avec les nouveaux porte-avions là, qui est envoyé. Mais Macron a prévu un nouveau porte-avions à 10 milliards. Alors qu'en même temps, par exemple, je donne un petit exemple, le déficit de l'hôpital, il est à 18 millions. Donc c'est pas l'argent qui manque. Simplement, l'argent n'est pas utilisé pour les besoins de la population. Voilà. Donc que les travailleurs conscients aujourd'hui, qui sont mécontents du système, mécontents des politiques, mécontents de leur vie, qu'ils puissent l'exprimer clairement avec nous, pour le camp des travailleurs. C'est un vote de classe, un vote contre le système capitaliste qui nous envoie dans le mur. Avec le système-là, c'est la barbarie qui nous pend au nez. Comme promis, il vous reste 30 secondes respectivement pour conclure et nous dire quelles seront vos priorités si vous êtes élu. On commence par vous, Sarah Farghali. Notre priorité, c'est de garantir une vie digne pour toutes et tous. Nous voulons vous redonner le pouvoir. Nous voulons également que Nancy redevienne une place de résistance contre ceux qui veulent diviser et faire le tri entre les Français et les Françaises. Au premier tour, nous votons pour nos convictions. Nous refusons de céder cette ville à une droite qui n'a plus rien de républicaine. Si vous souhaitez absolument qu'il y ait une union à gauche, avec Nancy Insoumise, vous avez la garantie que si nous sommes en tête au premier tour, nous ferons l'union avec la majorité sortante, ce que refuse malheureusement Mathieu Klein. Laurent Hénart, c'est à vous. Oui, je défends l'idée d'un changement en profondeur pour Nancy, pour d'abord un effort massif de sécurité dès le début du mandat, pour bien sûr aussi notre douceur de vivre dans une ville propre, embellie, où on circule facilement, pour maintenir, ne pas augmenter les impôts pendant 6 ans, et nous en prenons l'engagement pour protéger le pouvoir d'achat des Nancéens, pour enfin rendre le pouvoir aux Nancéennes et aux Nancéens, notamment par la démocratie directe. Ce changement, nous devons l'engager dès le premier tour, en choisissant de voter pour la liste qui peut le réaliser. Nancy avec vous. Laurent Vatrin. Avec nous, Nancy 2026 et les candidats de cette coopération citoyenne indépendante des partis politiques, nous souhaitons mettre en œuvre un chantier prioritaire sur les enjeux du numérique sobre, responsable, indépendant des influences étrangères pour assurer une visibilité de l'information et l'accès aux droits pour les habitants du territoire, avec la possibilité pour chacun, y compris les personnes éloignées du numérique, de se retrouver devant un service public. Le maire, les élus doivent faciliter la parole des habitants et la coopération citoyenne à tous les niveaux économiques. Mathieu Klein, c'est à vous. Protéger les Nancéennes et les Nancéens, à la fois dans l'espace public, mais aussi leur santé face aux enjeux du vieillissement de la population, offrir plus de logements adaptés pour les personnes âgées, pour les familles. À Nancy, continuer à transformer la ville pour qu'elle soit toujours plus dynamique, plus agréable, plus sportive, plus culturelle. En somme, une ville pour toutes et pour tous. C'est l'histoire de Nancy, c'est notre fierté, c'est notre plaisir quotidien. C'est un défi que je vous propose de continuer à relever ensemble dès le premier tour. Emmanuel Lacresse, c'est vous qui avez le redoutable honneur de clore ce débat. Merci. Le débat de ce soir a montré qu'il faut changer. On ne peut pas continuer. Et pour changer, il faut de nouveaux élus. Le renouvellement des élus, c'est la condition du renouveau de la ville. J'ai été le premier à vouloir la ouverture du musée Lorrain. Je suis le premier à vouloir qu'on garde l'hôpital central, le retour de la sécurité en ville avec le respect visible de l'autorité. Et puis surtout la liberté d'accès à notre centre-ville, qu'on ne dise pas ce qu'on doit faire et que l'on soit libre de profiter de notre ville, de sa beauté à taille humaine dans tous ses quartiers. Un grand merci à vous d'avoir participé à ce débat, un débat que vous pouvez revoir sur notre site France.tv. Je vous donne rendez-vous dimanche soir dès 19h55 pour la soirée électorale. Très belle soirée à vous.